Bienvenue à ce webinaire GNC sur le processus d'aperçu des besoins humanitaires en nutrition pour l'année 2022. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angéline Grant et je suis la Helpdesk Coordination pour les pays francophones au sein de l'équipe de coordination du GNC. Avec nous aujourd'hui dans l'équipe de présentation de ce webinaire, on a également Marcus Elton qui est chargé des affaires humanitaires à OCHA, section analyse des besoins, planification et suivi. Nous avons également Nouria Salsé, la Helpdesk système d'information nutritionnelle au sein du GNC, Carolina Bla qui est la Helpdesk coordination intersectorielle GNC, et Magnat Cavanou qui est en train de nous aider pour la gestion de ce webinaire. Il est le gestionnaire de l'information de l'équipe du GNC. Donc, ce webinaire fait donc partie d'une série de webinaires que le GNC est en train d'organiser pour soutenir les clusters nutrition dans l'élaboration de leur aperçu des besoins humanitaires. Donc, ce qu'on appelle HNO en anglais. Ces webinaires, on a aussi une série de webinaires qui vont appuyer l'élaboration du plan de réponse humanitaire, le HRP, et aussi la mise en œuvre du suivi de la performance de cluster ou le CCPM. Donc, c'est une série de webinaires que nous sommes en train de mettre en œuvre pour appuyer les clusters nutrition dans les pays dans ce processus. Donc, voilà, c'est comme chaque année, on organise ces webinaires vraiment pour décrire le processus d'analyse, pour échanger sur les changements qu'il peut y avoir sur les années précédentes par rapport aux directives, par rapport au processus, et aussi discuter des défis et des opportunités que vous rencontrez dans ce processus. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà fait ça. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes dans ce système de planification. Et donc, il est clair que vous avez des expériences aussi très intéressantes à partager là-dessus. Donc, cette session sera enregistrée et l'enregistrement ainsi que toutes les présentations et tous les documents associés seront partagés avec les participants après la session. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Voilà. Donc, aujourd'hui, le focus de ce webinaire, c'est vraiment sur le processus d'aperçu des besoins humanitaires en nutrition pour 2022. Donc, la première étape vraiment du HPC, du cycle de programme humanitaire. Donc, nous allons avoir une présentation de Marcus sur le processus HPC 2022 dans son ensemble, dans sa globalité, suivi d'une présentation de Nouria sur les directives GNC sur l'aperçu des besoins humanitaires en nutrition et notamment les changements qu'il y a eu par rapport à la version 1 que nous avons utilisée l'année dernière. Et nous aurons également une présentation sur l'intégration des thèmes transversaux et les autres secteurs dans cette analyse. Donc, on va clôturer avec un rappel des rôles et des responsabilités pour les partenaires, mais aussi pour l'équipe de coordination, et aussi vous rappeler le support que le GNC peut vous apporter durant ce processus. Donc, on a prévu 1h30 pour ce webinaire. On aura une séance de questions-réponses pour Marcus après sa présentation. Donc, si vous avez des questions pour Marcus, vous pourrez les poser directement après sa présentation. Et on aura une deuxième séance de questions-réponses à la fin de toutes les présentations, et notamment pour aussi échanger sur vos expériences, comment vous avez vécu ça, si vous avez déjà fait ça l'an dernier, est-ce qu'il y a des recommandations aussi que vous auriez pour nous par rapport à ça. Donc voilà, je pense que je pourrais juste taper votre nom et votre titre de poste dans la fenêtre du chat, afin qu'on puisse tous se connaître. Et maintenant, je vais passer la parole à Marcus. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'écoutez? Oui, nous vous entendons très bien. Excellent. Ravi d'être avec vous. Comme mentionné, moi je travaille ici au siège d'OCHA ici à Genève.
dans l'Assessment, Planning and Monitoring Branch. Nous, on passe nos journées à travailler sur le cycle du programme humanitaire et moi spécifiquement euh, sur l'analyse des besoins, mais on fait un peu tout. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien prendre ces 20 minutes pour... J'étais pas sûr, en fait, quels pays sont présentés aujourd'hui. Alors, j'ai aussi inclus un peu des éléments basiques pour les collègues qui peut-être sont moins, Oui, qui connaissent moins le programme cycle humanitaire. Alors, ok. il y a quelqu'un avec une question déjà? OK. Alors, j'aimerais bien profiter de ces 20 minutes pour introduire un peu des éléments de base, les principaux produits du cycle de programme humanitaire, un peu une guide étape par étape pour expliquer un peu le processus. On va passer quelques minutes sur le sujet de l'analyse intersectorielle et on va finir avec un aperçu du HNO et du HRP. Et avec ça, j'espère que je vous donne une base euh, euh, qui va vous aider avec votre engagement dans ce processus. Alors, je vais essayer si moi je peux contrôler. euh, si vous mettez là, moi je peux contrôler les diapos Magnat jusqu'en haut. Il y a un petit, vous voyez sur votre écran. Moi je viens de demander le request for control. Voilà. Alors, on voit si ça va marcher. Ok, je crois. Ouais, oups. Ok, bon. Ok, très bien. Comme ça, je peux contrôler les diapos moi-même. Euh, alors, pour rappeler, je vois, on a des collègues de Bénin, du Mali. Alors, je vois au Cameroun, j'imagine, Mali, Cameroun, vous connaissez assez bien le programme, le cycle du programme humanitaire, mais au Bénin, par exemple, c'est peut-être moins connu. Pour juste rappeler vite, si on parle du cycle programme humanitaire, bon, c'est l'idée très basique que une analyse conjointe des besoins devrait informer la planification. Et la planification, bien sûr, va déterminer la mobilisation des ressources et après, c'est suivi par une évaluation de la réponse. Et c'est un cycle, si on veut. En termes de pays qui ont un cycle du programme humanitaire formalisé, il y en a 26 ou 28 dans le monde. Là, il y a des produits standards qui sortent tous les années. Et là, on voit ici, c'est le Humanitarian Needs Overview, l'aperçu de besoins. Et c'est suivi par justement un plan de réponse humanitaire, un HRP en anglais. Et à la fin de l'année, chaque année, en décembre, il y a aussi cet aperçu global, le Global Humanitarian Needs Overview, qui est informé justement par les HNOs et les HRP de chaque pays. Et l'idée ou l'ambition, si on veut, de cette approche du cycle programme humanitaire, c'est avoir vraiment une analyse compréhensive, complète, et qui après va informer une planification qui est anticipative et priorisée. Et comme c'est basé sur toutes les contributions de tous les clusters, les agences, bon, il y a aussi un élément d'autorité derrière ces documents. Et en fait, c'est consulté vraiment par tous les bailleurs de fonds euh, euh, pendant l'année. Et là, alors aujourd'hui, on va parler un peu euh, plus sur les HNO et les HRP. Concernant le processus, c'est un processus en 10 étapes, si on veut. Euh, et ici, ce que vous voyez, en fait, c'est un screenshot du guide step by step. Après, je vais partager des liens avec vous
où vous pouvez trouver toutes les ressources, toute la guidance sur un site web. Alors, les 10 étapes, ça a l'air beaucoup. En fait, oui, c'est un processus assez long, comme les collègues aussi au chat, je vois. Peut-être ils connaissent que ça commence déjà assez tôt dans l'année, au mois de mai, des fois même avril. Et la première étape, et, chers collègues, je comprends, je vois que c'est un peu petit peut-être, les slides. Ce que vous pouvez faire pour agrandir un peu le slide, il y a un truc. Vous voyez en haut, il y a 3 points. Et si vous cliquez sur les 3 points en bas, il y a une option qui dit Focus et Full Screen. Ça vous permettre un peu d'agrandir le diapo, si jamais vous avez un peu la peine à lire ce qui est dans le diapo. Bon, alors, l'étape 1, oups, je dois être très prudent là. Étape 1, c'est vraiment, en fait, c'est un pas très important. Dans l'étape 1, c'est vraiment là qu'on discute un peu, comment dire en français, mon Dieu, scope. Hein, on discute un peu ce qui va dans l'analyse des besoins et ce qui n'entrera pas. Et se mettre surtout d'accord sur quel sujet on va se concentrer. Et voyons, quelqu'un peut me souvenir du mot scope en français? Aidez-moi là. La portée, là. La La portée, portée, hein. voilà, la portée de l'analyse et aussi de la planification. Et en fait, c'est une étape très importante dans tout l'exercice parce que là, on va se mettre d'accord euh, vraiment comment on va travailler ensemble et sur quoi on va se concentrer. Je dois vous donner un exemple. Je me souviens, par exemple, il y a quelques années, 4 ans, je crois, euh, au Burkina Faso, quand la crise a commencé, on avait discuté justement, avait lancé un HNO. On avait discuté sur quelle région devrait se concentrer. C'était surtout le nord qui était affecté par l'insécurité, le mouvement de population qui était déterminé comme zone qu'il faudra vraiment se concentrer pour l'analyse et aussi la planification. Mais il avait aussi, et c'était une discussion importante, la nutrition qui avait identifié aussi des poches, si on dit, ou des zones dans le sud du pays qui est plutôt déterminé par des problèmes structurels, développement, qui avaient vraiment des besoins sévères aussi de nutrition, même si c'était des populations petites. Alors, il y avait une discussion à ce stage-là qu'il faudra aussi les inclure dans l'analyse euh, pour cet HNO, mais on ne va pas inclure tout le reste qui est plutôt les zones qui ont des problèmes de développement. Et c'est important surtout de se mettre d'accord ça au début du processus pour pas avoir après la complication à la fin du processus au milieu de l'analyse. Voilà. Et dans cette première étape aussi, c'est là qu'on normalement discute le cadre analytique. Et le cadre analytique hein, maintenant qui est utilisé pour la HNO, c'est le GIAF, le Joint Insectoral Analysis Framework. Voilà, c'est un cadre d'analyse intersectorielle que nous sommes en train de développer avec tous les clusters globaux depuis 3, même 4 ans pour faciliter une analyse intersectorielle et je vais expliquer un peu plus en détail après. Après l'étape 2, voilà, c'est l'exercice vraiment de entreprendre un examen des données secondaires. Un HNO, c'est basé sur les données secondaires et aussi sur les données primaires qui sont collectées suite à des, des évaluations dans le terrain. Alors, il y a cette étape de vraiment voir qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui existe comme information, et identifier aussi un peu les lacunes d'information. Et ces lacunes-là, dans l'étape 3, vont guider un peu les, la collecte des données primaires. Euh, voilà, ça c'est l'étape 3. Et après, dans l'étape 4, c'est vraiment là que on vient tous ensemble pour effectuer une analyse conjointe des besoins intersectoriels. Et là, normalement, il y a une petite équipe qui va faire le travail de base. Et après, ils vont partager ou inviter vous, les autres coordinateurs de cluster, des IMOs,
des collègues de gestion d'information pour participer dans un exercice d'analyse conjointe. Et pendant cet exercice, c'est vraiment pour arriver à identifier les groupes les plus vulnérables, de voir qu'est-ce qui sont les problèmes plus graves, quels problèmes sont communs entre les groupes ou différents. Et la même chose aussi pour les zones géographiques, pour vraiment identifier s'il y a des problèmes communs ou distincts et pourquoi, de bien expliquer les raisons derrière et arriver à une estimation de sévérité. Et c'est ça, c'est là où le cadre d'analyse intersectorielle donne des idées comment arriver à une estimation de sévérité de manière systématique. Dans cette même étape, c'est là aussi qu'on calcule le nombre de personnes ont besoin par sévérité et de les localiser, ils sont où, c'est qui. C'est juste ça, c'est l'aspect quantitatif, si on veut, de cette analyse de besoins. Voilà. Après, tout cet exercice, après, va informer l'étape du... Attendez, ça, c'est très sensible. OK. Après, ça va informer justement le développement du HRP. Et un peu similaire, comme avec les besoins, l'analyse des besoins aussi, au début, l'étape 5 ici, c'est vraiment de se mettre d'accord, de discuter c'est quoi la portée du HRP et formuler des objectifs initiaux, stratégiques. Et dans la même logique de l'analyse, c'est vraiment là ce qu'on va discuter, ok, qu'est-ce qui va entrer dans le plan et qu'est-ce qui ne devra pas entrer parce que, par exemple, c'est trop développement ou il y a des autres acteurs qui le font, etc. Et c'est très important justement de faire ça au début pour avoir une idée claire de ce quoi la portée. Et après, et ça c'est, je dirais, si on compare un peu avec le processus il y a 2-3 ans, il y a aussi maintenant le pas de effectuer une analyse des réponses. Ça manquait un peu avant dans les HRP, mais c'est vraiment ici l'étape vraiment pour passer une revue d'opportunités, la pertinence et la faisabilité des différentes réponses. Et c'est ici aussi c'est une opportunité vraiment pour articuler des approches de réponse intersectorielles et multisectorielles sur la base des résultats justement de l'analyse de besoins. Et après avoir fait ça, c'est vraiment l'étape à raffiner et finaliser les objectifs stratégiques. Et si vous prenez, je dirais, vous pouvez prendre un HRP, presque tous les pays sont pareils. On voit souvent que ces objectifs stratégiques sont écrits de manière très générale. Sauver des vies, protéger des gens, fournir l'assistance, qui en fait, c'est très difficile à mesurer de manière cohérente ou effective. Alors ici, maintenant, on demande aussi que on développe des objectifs spécifiques, intersectoriels, qu'on se mette d'accord sur ces objectifs spécifiques et qui sont beaucoup plus mesurables, justement mesurables, spécifiques, et ils sont accompagnés par des indicateurs intersectoriels. Et c'est aussi dans cette même étape que vous êtes en train de développer vos plans, vos objectifs et vos indicateurs. Bon, c'est possible que votre processus de planification ne soit pas aligné exactement avec le processus collectif. Il y a certaines organisations qui commencent plus tôt, certaines qui commencent plus tard. Mais c'est en fait là le moment ici qu'il faut aussi faire le lien alors avec vos programmes, vos objectifs sectoriels et faire le lien avec les objectifs intersectoriels pour arriver à une planification cohérente, si on veut. Voilà. Et après, l'étape 8, c'est une étape qui en fait prend beaucoup de temps. C'est seulement après qu'on a vraiment développé le cadre de réponse qu'on va formuler des projets, des activités, estimer leurs coûts. Et tout se fait sur une plateforme
web, HPC Tools aussi, je vais partager après les liens. Avant, si vous pensez à les plans il y a 6-8 ans, c'était des documents grands comme ça, 200 pages. Bon, tout ça, c'est bien sûr maintenant c'est online, pour avoir aussi un outil qui soit un peu plus dynamique et mieux à gérer. Voilà. Et après avoir fait tout ça, il y a aussi l'aspect du monitoring, du suivi. Et peut-être l'élément nouveau, c'est que maintenant aussi, on ne parle pas seulement du suivi de la réponse, mais aussi on met plus de euh, poids sur aussi le suivi de la situation. Alors, deux éléments, deux dimensions si on veut. Euh, Là où vraiment pour mettre en place en fait un, un système collectif, une approche collective pour avoir un peu un suivi cohérent et systématique de la situation. Ça, c'est inclus dans le H&O et un suivi de la réponse qui est inclus dans le plan. Et voilà. Et si vous êtes intéressé en tout ça, pour avoir un peu plus de détails, je vais partager avec vous. Ayez juste un peu de patience avec moi. Ici, vous trouvez, je mets dans le chat le lien qui vous mène justement à le package HPC 2022. Et là, vous trouvez tous les templates, les guidance pour cette année, euh, qui vraiment pour appuyer le développement du cycle de cette année. Et vous trouvez, ils ne sont pas tous traduits, hein, mais trouvez plus en plus aussi les versions en français. Euh, mais quelques documents, c'est encore du travail en progrès, hein. Mais on trouve de plus en plus, en espagnol, etc. Mais il y a, pour les documents principaux, il existe là une traduction en français. Voilà. Alors, pour entrer un plus en détail de l'analyse intersectorielle. Voilà. Intersectoriel, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un H&O il y a 4 ou 5 ans, euh, vous allez voir que c'est des documents longs aussi, 60 pages, 100 pages des fois. Et la façon de le faire, d'arriver à ces documents dans le passé, c'est vraiment de demander à tous les clusters de faire une analyse et de partager avec Ocha. Et Ocha, après, fait un effort de mettre tout dans un document et arriver à un narratif, un chapeau qui essaye de synthétiser un peu toutes ces informations. Mais à la fin, c'était très difficile après de vraiment arriver à une analyse intersectorielle. C'était plutôt une analyse multisectorielle. Euh, alors, on a compris, pour arriver vraiment à une analyse qui peut fournir une évaluation globale et complète, intersectorielle, et vraiment aider à mettre tous les éléments ensemble, il faut avoir un cadre analytique qui peut nous aider avec ça. Vraiment une analyse qui regarde, qui arrive à comprendre les liens entre des problèmes, euh, qui peut comprendre pourquoi il arrive des problèmes, et c'est quoi tous les facteurs qui l'influencent. Pour ça, il faut avoir justement un cadre analytique intersectoriel. J'imagine, vous, nutrition, vous êtes déjà bien habitué à ça, parce que nutrition, c'est déjà par soi un secteur qui regarde plusieurs secteurs, non? Bosch, de santé, etc. Mais sur niveau global ou sur le niveau de tous les secteurs, c'était pas encore le cas. Depuis 3-4 ans, on discute en train de justement ce cadre intersectoriel. Et là, je suis désolé que j'ai pas vraiment une traduction prêt en français, mais je vais essayer de traduire au moins ce que vous voyez là. Vraiment, l'idée de ce cadre intersectoriel, c'est vraiment
c'est vraiment arriver à une analyse du contexte des chocs et des conditions humanitaires de manière intersectorielle pour arriver à une estimation de sévérité et magnitude d'une crise des besoins, en fait. Et ce que vous voyez là sur le diapo, c'est en anglais, c'est l'utilisation de ce cadre analytique. Et en fait, à première vue, c'est assez simple. Vous voyez, ça commence avec une analyse du contexte. Et après, l'idée, c'est vraiment de regarder c'est quoi les chocs qui tapent sur ce contexte, si on veut, qui arrivent sur ce contexte. Et après, de comprendre alors c'est quoi leur impact en termes sur les services et les systèmes, l'impact sur les gens, sur le peuple, et après aussi sur l'accès humanitaire. Et de prendre tout ça après pour évaluer les conditions humanitaires en termes de mécanismes voyons, coping mechanism, c'est toujours un autre mot français que j'ai la peine à traduire. Vous pouvez le mettre dans le chat, sinon, si vous le savez, en termes de conditions de vie et en termes de bien-être physique et mental, et de comprendre comment ces conditions, quelles conditions humanitaires sont générées dans les peuples, les communautés les plus vulnérables et les groupes les plus vulnérables. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de, voilà, stratégie de survie, merci. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de sévérité des besoins? Est-ce que le GIAF fournit aussi, c'est en fait une échelle de sévérité standardisée. Vous avez ça en nutrition depuis beaucoup d'années, mais beaucoup des classeries n'ont pas ça, et surtout sur le niveau collectif, on n'avait pas ça. Et là, on a quelque chose un peu de manière formé de manière systématique qui nous aide vraiment à arriver à une analyse de sévérité un peu cohérente. Alors, ça, c'est très vite, j'avoue, hein. Et on peut faire un webinaire de 1 ou 2 heures facilement sur ce sujet. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé, on a vraiment une super collection on vient de finir en fait des modules online. C'est des vidéos avec des exercices pour introduire vraiment le concept de GIAF. Et nous sommes en train de le faire aussi en français et en espagnol. Ils existent déjà en anglais. Et prochainement, dans les quelques jours, peu à peu, on va ajouter les versions français aussi. Là, vous avez des modules introductoires qui durent 20 minutes vraiment pour expliquer un peu le concept. Et après, pour ceux qui sont plus intéressés, qui sont vraiment impliqués dans le processus, il y a aussi des modules plus détaillés avec des exercices qui prennent 30 heures, 40 minutes sur vraiment les points plus spécifiques dans le GIAF. Alors, je vous encourage de consulter ça et avoir un peu patience pour la version française, mais ils sont en cours d'être finalisés. Et voilà. Ok, là, je dois terminer aussi pour prendre pas trop de temps de votre webinaire. Alors, après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors en termes de HNO? Si on regarde le HNO, après la structure du HNO, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si on regarde la structure de HNO, ça suit vraiment la logique aussi du cadre analytique du GIAF. C'est pour ça que je l'ai ici, je l'ai mis sur le même diapo. La structure HNO, vraiment, une première partie qui a démontré l'analyse du contexte de la crise, choc et impact de la crise. On va avoir une section aussi sur la portée de l'analyse, très important pour expliquer justement au lecteur de c'est quoi la méthodologie, c'est quoi la portée de tout cet exercice. Et après, le cœur en fait analytique après du HNO, c'est la section 1.4, l'analyse sur les conditions humanitaires et les gravités des besoins. Et là, c'est vraiment ici qu'on regarde les groupes les plus vulnérables dans leur totalité, le problème qu'ils sont en train de confronter dans leur totalité.
Et c'est vraiment là que tout vient ensemble et qui devait permettre d'avoir vraiment une analyse centrée sur justement ces gens, ces groupes, ces communautés les plus vulnérables. Et aussi, après, il y a ici la section qui va expliquer comment calculer le nombre de personnes en besoin et la sévérité et où se trouvent ces gens, etc. Après, une deuxième partie, que c'est vraiment un effort d'arriver se mettre d'accord sur une analyse des risques, d'identifier un peu les risques les plus grands et aussi les plus probables dans le contexte. Euh, et avec ça, d'arriver aussi à une projection de l'analyse. Parce que ce qu'on suggère, c'est qu'on prend toute l'information, l'analyse, mais après, bien sûr, il faudrait aussi penser comment va évolution de la situation pour la période de la planification. Alors, même si on est en train de faire tout cet exercice en août et en septembre 2021, bah, il faudrait quand même prendre le temps à penser, OK, qu'est-ce qu'on croit? C'est quoi l'évaluation la plus probable euh, pour l'année prochaine pour permettre aussi à arriver à un plan qui prend en considération les tendances à venir. Et voilà, et seulement après ça, il y a vraiment 2, 3 pages, 4 pages, ça dépend du pays, avec l'analyse sectorielle qui suit un peu dans le template, un peu la même logique aussi, la partie chapeau. Voilà. OK. Même chose pour les HRP. Les HRP, vraiment, sa structure, c'est un peu défini pour permettre des liens avec la HNO, avec l'analyse des besoins. Il y a une brève introduction avec contexte qui est un peu une répétition et impact la crise, un peu une répétition du HNO. Mais après, c'est vraiment, dans l'aperçu, c'est vraiment les objectifs stratégiques euh, et des chiffres principaux. Et après, dans la partie 1, il y a vraiment les priorités stratégiques de la réponse et il y a aussi l'analyse des réponses. Alors, et c'est là qu'il faudra reprendre les conditions humanitaires analyser dans l'HNO et voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ces problèmes. Et c'est là aussi qu'on va lister les objectifs spécifiques et les indicateurs et la méthodologie, le calcul des coûts, bien sûr, et le nombre de personnes qu'on va cibler. Voilà. Et après, il y a aussi un suivi de la réponse. C'est seulement après, dans la partie 3, il y a aussi les éléments sectoriels euh, qui arrivent après. Voilà. OK. Voilà. Et pour finir, euh, pour vraiment, pour finir cette introduction, ce qu'on voit maintenant un peu, on a investi beaucoup dans l'analyse des besoins et on voit une progression vraiment dans les dernières années sur le niveau collectif, mais aussi dans les clusters, que les analyses ils deviennent plus en plus robustes, bien et plus en plus basées sur des données. Et la même chose sur la côté de la réponse, ça devient plus en plus articulé. Mais ce qu'on voit toujours, c'est un peu un risque des fois qu'il y a un dealing entre l'analyse des besoins et la planification. Il y a plusieurs raisons pour ça. Des fois, c'est parce que le timing, la planification dans certaines organisations sont différents. Et ça, ils sont déjà faits, par exemple, à le moment qu'on arrive à faire l'analyse conjointe ou la planification conjointe. Euh, mais on voit aussi un certain, et c'est pas seulement un problème sur le niveau collectif, ça existe aussi dans nos organisations, que c'est un peu un parallèle, le travail sur les besoins et après la programmation, la réponse, ça doit avancer, non? On ne peut pas toujours attendre, des fois aussi un dealing entre les organisations. Et c'est ça surtout cette année et les années qui viennent, on essaye on aimerait bien aider à arriver à des liens plus forts aussi sur le niveau collectif, de vraiment avoir une analyse qui sert
à la planification et une planification qui est basée sur l'analyse. Sinon, tout ce processus qui est assez lourd quand même ne sert pas grand-chose, bah, je dirais, ne sert pas suffisamment. Hein. Et alors, aussi, vous, quand vous engagez dans ce processus, je vais vous encourager de penser aussi à ça, comment on peut vraiment fortifier un peu ces liens entre l'analyse pour permettre vraiment à une réponse priorisée qui vraiment répond aux besoins les plus urgents, etc. Voilà, avec ça, j'aimerais bien conclure. Je vous encourage, vous pouvez me poser des questions maintenant, ou si vous avez besoin un peu de temps de réfléchir, n'hésitez pas de mettre dans le chat aussi. Et moi, je peux voir un peu après ce qu'il y a comme question. Je peux vous répondre même quand vous avancez avec le reste du webinaire. Et sinon, Angeline peut peut-être partager aussi des questions qui arrivent plus tard. Je suis content de répondre même après le webinaire. Over. À vous. Merci énormément, Marcus. Donc, voilà, si vous avez des questions pour Marcus, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant. Ou vous pouvez également taper vos questions dans la fenêtre du chat. Merci beaucoup pour, voilà, c'est vraiment bien pour cadrer la discussion d'aujourd'hui, d'avoir cette vision d'ensemble du processus et notamment la nécessité de vraiment bien baser le plan de réponse humanitaire sur les besoins qui sont articulés dans l'aperçu des besoins humanitaires et comment renforcer ces liens. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour Marcus à ce stade-là? N'hésitez pas, même s'il y a des questions après qui vous viennent, vous pouvez les mettre dans le chat comme on l'a dit, et puis je pourrai les transmettre à Marcus, on pourra vous répondre directement. Alors, il y a une question. Caroline, tu souhaiterais prendre la parole? Ok, je me demandais parce que on a fait les évaluations des besoins intersectorially, mais l'analyse, c'est une analyse sectorielle. Alors, je me demande si il faut aussi avoir, je comprends que chaque secteur doit faire une analyse, mais peut-être on doit avoir une partie qui fait une analyse intersectorielle aussi, que ce soit quelque chose qu'on doit faire, non, not an option aussi. Alors, il y a deux choses. Une, c'est une évaluation, une collecte de données. Des fois, il y a des exercices collecte de données intersectorielles en plus de toutes les collectes de données sectorielles. Dans plusieurs pays, attendez, on a Mali, on a Mali, j'ai vu Tchad, Cameroun. Au Cameroun, au moins, je sais, par exemple, il y avait un exercice en plus. Tous les exercices sectoriels, il y avait aussi un exercice collecte de données intersectoriel qui a été utilisé pour informer directement l'analyse dans l'HNO intersectoriel. Mais dans certains cas aussi, il n'y a pas vraiment une collecte de données sur le terrain spécifique intersectoriel. Là, c'est vraiment basé, là, c'est le processus, c'est plutôt basé sur l'analyse de tous les éléments sectoriels. Hein. Mais c'est justement ce cadre analytique intersectoriel qui doit permettre, bon, il y a deux aspects, qui va permettre de mettre ça un peu ensemble de manière stratégique, mais aussi par le développement de GIAF, il y a aussi toute la guidance et la pratique qui suit, qui sont maintenant en train de développer dans les secteurs qui s'alignent un peu, hein, et nutrition, je crois, et il y a les autres aussi, en termes de quels indicateurs on va analyser, et les indicateurs sont déjà pré-identifiés pour aider à complémenter l'analyse intersectorielle. Là, c'est aligné souvent. Alors, nous sommes en train, en fait, je crois, de justement créer ces connexions. Alors, bien sûr, vous continuez à faire votre analyse sectorielle, mais, et c'est la responsabilité d'OCHA, c'est sûr qu'ils doivent planifier
pour le temps, pour avoir le temps et les ressources pour permettre aussi de faciliter une analyse intersectorielle. C'est pour ça aussi, je crois, on voit que les processus deviennent un peu plus en plus lents pour permettre justement aux partenaires de s'engager de manière avec suffisamment de temps pour justement arriver à oui, voilà, une analyse intersectorielle mandatory, si on veut, obligatoire. Et un autre Merci beaucoup, Marcus, pour cette réponse. On a eu aussi une question de Claude. Claude, tu souhaiterais prendre la parole? Oui, merci Angéline pour la parole. En fait, moi, ma préoccupation, d'abord, c'est concernant, disons, la mise en œuvre de l'exercice. Parce que nous avons deux niveaux, parfois même trois niveaux. Normalement, nous sommes au niveau national. Il y a le niveau, le cluster au niveau régional. Et puis, il y a l'opérationnel au niveau périphérique, dans les districts, dans les communes. Mais maintenant, à chaque fois, comme maintenant, quand on lance le processus, on se dit qu'il faut que les niveaux périphériques ou les collègues qui sont sur le terrain puissent être impliqués dans le processus. Alors, la difficulté, c'est que comment aborder cette approche avec nous qui sommes au niveau national, comment aborder l'approche d'implication des collègues qui sont sur le terrain dans l'exercice. Et puis surtout que quand OCHA dit que chaque secteur doit le faire de sa manière. Parce que moi, j'avais posé la question de savoir si est-ce que l'exercice au niveau opérationnel pouvait être fait de manière intersectorielle et dirigé par OCHA pour que les analyses qu'on fasse là-bas puissent être remontées pour nous permettre maintenant de nous orienter du point de vue stratégique. Mais OCHA a dit que c'était mieux que ça soit fait, chaque secteur puisse voir comment le faire, plutôt que de faire l'exercice sous forme intersectorielle et avec l'appui de OCHA. Alors là, c'est difficile pour moi de comprendre comment on peut le faire. Bon, pour finir un peu ma préoccupation, surtout qu'en nutrition, nous, après, ce sont le résultat de prévalence MART que nous allons utiliser pour connaître les enfants qui seront dans les besoins ou même les femmes qui seront dans les besoins. Et après, bien sûr, on peut rajouter l'âge en situation d'urgence, mais souvent, c'est la SMART. Alors là, on est comme un peu confuse, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je peux m'arrêter par là. Merci. Alors, c'est bien sûr, c'est un vrai défi que vous êtes en train de décrire. Et c'est toujours le problème de balance des ressources, non? Le HPC, c'est vrai que c'est son design, si on veut, c'est pour permettre une analyse stratégique et un développement d'un plan stratégique. Mais le GIAF, en fait, le cadre analytique intersectoriel, est plus flexible que ça et se pourrait aussi utiliser pour une analyse plus opérationnelle. Mais après, bien sûr, il faut toujours voir à quel point, à quel détail on va mener une analyse et quelles ressources ça prend du temps, des capacités. Euh, et bon, il n'y a pas une directive globale. Après, c'est vrai que chaque pays doit voir qu'est-ce qui leur sert mieux et à quel niveau. Pour l'HNO, j'aimerais dire que oui, de plus, on puisse vraiment profiter de l'information sur le terrain, euh, de, 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 de plus riche l'analyse va être et on espère aussi de plus riche au mieux va être le plan de réponse. Et là, des modèles différents. Au Mali, par exemple, dans leur processus, ils ont des consultations régionaux où ils invitent les gens vraiment du terrain et ça va fournir après. Ça va informer les discussions à la capitale, en Colombie, ils font le même, mais ça dépend vraiment du contexte des ressources. Mais généralement, de plus, c'est proche du terrain, de mieux, non? Bien sûr, je n'ai pas une réponse pour comment faire au Tchad, mais surtout continuer les discussions avec OCHA et trouver une solution qui vous sert, quoi, qui aussi ne prend pas trop de ressources. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse.
C'est très intéressant. Je pense que je suis juste un petit peu consciente du temps parce qu'on a encore pas mal de diapos à couvrir. Donc, je pense que on va arrêter les questions là pour l'instant. Si vous avez d'autres questions pour Marcus, vous pouvez les taper dans le chat et on fera le suivi avec lui. Mais maintenant, je pense que je vais passer la parole à Nouria, qui va nous parler des directives pour l'analyse des besoins nutritionnels. Merci beaucoup, Marcus. Oui, merci beaucoup, Marcus, pour cette présentation du processus chez nous et à Cherté. Donc, mon nom c'est Nouria Salse. Donc, j'ai commencé le poste à niveau de GNC pour les informations nutritionnelles, pour le système d'information nutritionnelle. Donc, aujourd'hui, je vais présenter les directives qu'on a sur l'analyse des besoins humanitaires en matière de nutrition qu'on a développé à niveau du GNC, au niveau de cluster nutrition, qu'on a développé l'année dernière. Donc, je suis sûre que beaucoup de vous, vous êtes déjà familiarisés avec cette guide qui était présentée, que vous avez peut-être travaillé déjà. Donc, on va faire comme une introduction à les principales étapes de ce guide qui va nous permettre de fournir des informations pour la partie qu'a présenté Marcus sur l'analyse sectorielle. Pour la partie 3, donc à niveau nutrition, la recommandation c'est de suivre cette guide, cette directive. Donc, voilà, cette guide, l'année dernière, c'était financé pour l'OSAV et était aussi appuyé pour les GITAM, ce groupe de travail thématique à niveau mondial. Donc, on va parler de les différentes étapes, on va parler de différents indicateurs, et on va parler surtout de comment on fait l'analyse de la situation nutritionnelle. Quelques types par rapport au calcul du PIM, que c'est la troisième étape de cette directive. Et aussi, on va ajouter quelques considérations par rapport à l'analyse, que notre contribution, par rapport à la nutrition, pour la contribution pour les IA, cette analyse intersectorielle que Marcus a présentée. Et aussi, je voudrais faire un résumé des changements qu'il y a eu sur la version première de l'année dernière, que grâce à le pilotage que tu fait l'année dernière et votre contribution aussi, nous a permis de faire les changements, de faire des améliorations. Donc, le prochain, Magnat, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, voilà, les étapes principales de cette directive, il y a trois étapes, mais la première, que c'est de développer le plan annuel. On ne peut pas le présenter ici parce que ce n'est pas tellement d'intérêt pour ce processus d'HNO. Donc, la deuxième, c'est d'effectuer une analyse de la situation nutritionnelle. Et la troisième, c'est de préparer des chiffres clés pour les HNO et les HRT. Donc, l'analyse de la situation nutritionnelle a pour but de définir, classer la sévérité d'une situation humanitaire donnée dans les zones géographiques touchées en fonction de l'ampleur des besoins nutritionnels et de la population afin de guider la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Donc, cette analyse est basée sur le cadre harmonisé de la malnutrition aiguë, l'IPC. Et cette analyse vise à établir un consensus sur la classification de la sévérité en fonction de l'ampleur des besoins nutritionnels, par exemple la prévalence de différentes formes de malnutrition, des groupes de population vulnérables, c'est-à-dire qui sont plus risques affectés, et le principal facteur contributif avec les différentes catégories pour soutenir une réponse. Donc, alors, on va faire l'approche sur les trois scénarios. On a trois scénarios basés sur la prévalence de la malnutrition aiguë globale. Donc, dans les sites où on a la malnutrition aiguë globale au-delà, plus élevé de 5, on aura le scénario 1 ou 2. Donc, pour le scénario 1, c'est recommandé de l'utiliser toujours qu'il y a la possibilité qu'à niveau des pays, c'est possible de faire l'analyse
dans le cadre intégré de classification, l'IPC, pour la malnutrition aiguë. Donc, dans le cas où ce n'est pas possible, il faudra faire l'analyse si c'est possible, si ce n'est pas possible au niveau des pays, les gouvernements, et avec les représentants et tout ça. Donc, alors, on va suivre le scénario 2. Et finalement, dans les situations où la prévalence de la malnutrition aiguë globale c'est au-dessous de 5, alors la recommandation c'est le scénario 3. Donc, très bien, le prochain diapo. Oui, merci. Donc, quand on a déjà établi ces 3 scénarios, donc la recommandation c'est d'avoir une liste d'indicateurs clés, de bases. Ces indicateurs clés sont destinés à standardiser le processus d'analyse et de ne pas remplacer la longue liste d'indicateurs qui peut être utilisée à des fins programmatiques ou de surveillance. Donc, l'objectif, c'est simplifier. Et c'est important que ces indicateurs ils sont alignés sur l'analyse intersectorielle du GIAF. Du fait, ils sont les mêmes indicateurs. Le GIAF, il a une longue liste de 90 ou quelque chose d'indicateurs. Donc, au niveau de la nutrition, ils sont les mêmes. Donc, comment on organise ces indicateurs clés de base? Donc, on a de différentes catégories. Ensuite, on doit les lier, chaque indicateur, à quelle est la conséquence humanitaire à niveau de bien-être physique et mental, et surtout les qui sont à niveau anthropométrique, ils sont plus liés à la bien-être physique et mental des conditions humanitaires, conséquences humanitaires, et ensuite pour les conditions de vie. Donc voilà, on aura de classifier ça parce qu'après, ça va nous permettre, le calcul du PIN va être lié à la conséquence humanitaire. Après, chaque indicateur, on a l'échelle de sévérité, l'échelle de gravité, selon l'IPC ou selon le OCHA. C'est vrai aussi qu'il y a quelques classifications, quelques échelles qui sont déjà harmonisées au niveau mondial, mais par contre, il y a des autres qui sont encore, on les appelle préliminaires, parce qu'il n'y a pas encore un consensus global, on a besoin de plus de pilotage et plus d'études. Mais on utilise ça comme guide pour l'instant. D'accord. Donc voilà. Ici, j'ai mis seulement une petite partie de l'étude de catégories d'indicateurs. Mais après, on a aussi des facteurs contextuels, au niveau des micronutriments, au niveau de la mortalité, des facteurs contributifs. Il y a quelques autres indicateurs que je n'ai pas mis ici d'analyse. Et puis, seulement un exemple. Très bien. Prochain. Merci beaucoup, Magnat. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans l'étape D, que c'est effectuer une analyse de la situation nutritionnelle, et on aura ces deux scénarios. Le scénario, dans le scénario 1 et 2, où la malnutrition globale c'est plus élevé de 5, et où idéalement on va utiliser l'IPC, mais sinon pour classifier la sévérité, la recommandation, c'est toujours encore la malnutrition aiguë globale basée sur le poids taille, Z-score. Et la cause, c'est parce qu'on a des critères standards reconnus, on va dire. Non? Mais on a des autres options. Si cette prévalence n'est pas disponible, on pourrait utiliser les malnutrition aiguë globale basée sur le PV, sur le périmètre brachial. Et aussi, on aura une troisième option que c'est sur les femmes anciennes allaitantes pour classifier la sévérité. Et après, on aura une analyse qualitative qui doit être accompagnée de facteurs contributifs qui va nous permettre de classifier toute la sévérité selon les différentes phases. Donc, ça pour le scénario D et 1. Et après, pour le scénario 3, ça a été établi un total de 10 indicateurs
qu'ils ils tiennent en compte la vulnérabilité des groupes ciblés et la fiabilité est très importante. Ils sont des indicateurs sur la malnutrition chronique, sur les pratiques de l'alimentation, les ANGE. Et voilà, donc tous ces indicateurs vont nous permettre de classifier d'abord la sévérité et après on aura fait aussi l'analyse qualitative des facteurs contributifs. Un chose nouveau, c'est que grâce à votre expérience, il a été ajouté un nouveau indicateur optionnel que vous pourrez ajouter à niveau de pays. Si vous considérez que vous avez disponible un indicateur clé dans votre contexte qui va nous permettre aussi de classifier la sévérité, donc c'est une chose à discuter et ça peut être ajouté dans l'analyse et dans l'outil de calcul qu'on va voir dans les prochaines slides. D'accord. Merci, prochaine. Oui, d'accord. Et maintenant, c'est la troisième étape de la guide, la troisième section, c'est finalement préparer des chiffres clés pour le nombre de personnes en besoin et pour les chaînons et HLP. Donc, ça va être important que chaque besoin nutritionnel spécifique soit calculé dans chaque zone géographique et que soit désagrégé par âge, ça c'est très important, âge, sexe et handicap. Donc, si on a les chiffres de population disponibles, donc ça c'est le plus recommandé. Mais sinon, les directives, la guide, ils nous donnent quelques orientations de quelques pourcentages qui peuvent nous permettre d'avoir une estimation de ces calculs. Donc, ensuite, les calculs dépendent pour des groupes de population spécifiques. Pour un seul minimum d'intervention clé, ça va être sur la sous-nutrition aiguë et chronique et la sous-nutrition aussi, et les pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et des carences de micronutriments. D'accord. Donc, on a un outil, prochain, maintenant, on a un outil de calcul, parce que la guide, c'est la guide plus l'outil de calcul Excel qui va nous permettre de réaliser cet exercice. Donc, dans cette diapo, on peut voir les résumés. Donc, les différents types d'informations de chaque étape. Donc, voilà, on pourrait voir ça. Donc, la chose intéressante, c'est que la troisième étape, on aura directement les calculs, les fiches de calcul automatique pour les PIN, désagrégés par catégorie. D'accord, on peut aller à la prochaine. Merci, l'addendum. D'accord. Donc, l'addendum, c'est un document qui a été développé à côté de la guide pour avoir les différentes considérations qu'on pourrait tenir en compte à niveau de la nutrition pour l'analyse du GIAC intersectoriel. Donc, c'est important qu'on fait la discussion à niveau bilatéral avec des autres collègues sectoriels pour assurer un bon alignement, éviter les doublons et avoir une discussion sur l'évolution du contexte des facteurs contributifs notamment. Ensuite, il faudra partager les résultats de l'analyse de la situation nutritionnelle avec eux, qui comprennent les données brutes aussi, par indicateur nutritionnel, et leur fiabilité. Ça, c'est très important. Toujours, on doit documenter la fiabilité des données et la source. Donc, il faudra faire une analyse de quelle est la méthodologie utilisée, quelle est la période du temps qu'a été l'information collectée. Ensuite, on aura de signaler si des données sur les résultats nutritionnels ont un niveau de sévérité de 3 à 5, dans les phases 3 à 5, parce qu'elles pouvaient être considérées comme des indicateurs critiques pour l'analyse IAF. L'analyse IAF, il a un composant qui c'est d'avoir les indicateurs critiques qui sont très liés à la mortalité. Donc, voilà, il faut signaler si ça c'est le cas. Et finalement, on a des considérations dans ce document d'addendum pour faire des estimations nutritionnelles agrégées pour les PIN. Donc, normalement, l'objectif de ça, c'est qu'on ne fait pas de doublons quand il y a une catégorie
qui est, comme on dit, un duplicata, il y a le risque qu'on comprenne qu'on ajoute les mêmes enfants, non, dans des différents calculs. Donc, on doit éviter ça. Donc, avec l'outil Excel, on a fait on a mis des formules pour faire le calcul total du PIN et éviter ces doublons. Normalement, quand il y a les deux types de catégories qui sont en même temps, on prend les plus élevés comme norme générale. Donc voilà, ils sont de ces considérations qui sont là. Donc, le prochain est Magnat. Oui, donc ça c'est le résumé des changements dans les directives de la version D et les fils de calcul aussi, que c'est la version D. Donc, on a inclus des questions transversales. Caroline, elle va expliquer l'importance d'inclure les aspects de handicap, de la violence de genre. Donc, on a ajouté quelques narratifs pour expliquer ça. Aussi, comment décider entre les scénarios pour les pays qui oscillent autour de 100% de la malnutrition globale. Parce que c'est important qu'un pays ait un seul scénario. Donc, ici, il y a différentes régions, différentes zones géographiques qui ont une différente prévalence de la malnutrition globale. On doit prendre lequel est plus majoritaire. Donc, là où il y a le plus prévalence au-delà ou au-dessous de 100%, on prend cet scénario avec cette analyse. Oui. Ensuite, on a ajouté des considérations clés pour utiliser des données obsolètes. Donc, actuellement, on a beaucoup de défis par rapport à les données, surtout l'année dernière, on a commencé avec le problème de la pandémie du Covid. Et ensuite, cette année, on continue encore une fois. Donc, on a ajouté quelques considérations qui étaient aussi publiées, sont liées à la publication qu'il y a l'année dernière sur quelques briefs qui donnaient quelques pistes, quelques considérations à tenir en compte. Donc, finalement, c'est d'avoir toutes les données disponibles qui sont, même si sont obsolètes, et aussi prendre les données qui sont disponibles à niveau programmatique, à niveau des centres de santé, et avec ces données additionnelles qui ne font pas partie des indicateurs clés pour calculer la sévérité, pour analyser la sévérité. Donc, ça va nous permettre d'avoir ces données, quelle est la tendance. Quelle est la tendance et pouvoir comparer avec les années précédentes. Donc, ça va nous permettre d'établir si nous sommes dans un scénario qui est amélioré ou qui est similaire à l'année prochaine ou qui est en grande détérioration. Donc, ça va nous permettre de faire quelques hypothèses sur les indicateurs clés pour la sévérité. Mais ça doit être toujours fait avec des consensus, avec les représentants, avec les groupes de travail au niveau des systèmes d'information, pour avoir un consensus. Voilà, ensuite, seulement ça que j'ai dit déjà, donc il y a cet 11e indicateur optionnel pour le scénario 3. On a aussi fait quelques considérations actualisées pour l'addendum et cette feuille additionnelle pour calculer le PIN total à niveau de la calculatrice, l'outil de calcul Excel. D'accord. Prochain, Magnat. Super. Donc, ça c'est, on voudrait aussi dans cette slide partager avec vous. Nous aimerons donner quelques conseils concernant la pratique consistant à fixer des plafonds préétablis pour le nombre de pays à niveau de pays. Dans ce sens, le cluster global propose les étapes suivantes, quelques recommandations comme voie à suivre afin d'améliorer la transparence pour déterminer les PIN. Donc, l'important, c'est que le PIN doit refléter les besoins sur la base d'analyse et des évidences sans restriction. Si les chiffres
dans le cas que les chiffres ne sont pas représentatifs des besoins, cela nécessite une résolution par un jugement expert, d'un expert, à travers d'un groupe diversifié de représentants au cours du processus d'analyse. Au minimum, chaque fois qu'un plafond est fixé, il doit être clairement détaillé dans les échelons. On doit écrire la justification du plafond et de toutes les mesures prises pour assurer que le plafond n'a pas été dépassé. Par exemple, énumérer tous les indicateurs qui ont été supprimés de l'analyse en raison et expliquer pourquoi. Lorsque finalement un PIN est prédéfini, donc il y a un plafond là, le PIN initial calculé doit être aussi identifié dans le narratif de l'échelon HRP pour assurer une meilleure compréhension et plus de transparence sur le niveau de limitation du PIN. Donc voilà, on voulait partager ça avec vous. Et de mon côté, c'est fini. Je vais donner la parole à Caroline et on va faire les questions à la fin, quand Caroline finit. Merci beaucoup. Merci Nouria. Je vais mettre mon caméra pour 2 minutes pour vous dire bonjour et je m'excuse, l'Internet au Liban ne fonctionne pas très bien. Si je disparais, c'est Nouria qui va discuter avec vous, mais j'espère que je vais pouvoir continuer ma partie. Alors, salut. J'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Ok, on va discuter maintenant de la redevabilité aux populations affectées. Alors, comment on va faire les enquêtes et les analyses? Comme vous savez, c'est très important que AAP fait une partie très essentielle du travail qu'on fait. Alors, il y a toujours des opportunités pour impliquer les communautés affectées dans le processus d'analyse des besoins, quel que soit le type de la crise. Cela peut être pendant l'évaluation ou pendant l'étape d'analyse, mais même avant, quand on est en train de mettre le travail de l'analyse, ce sera bien qu'ils soient aussi impliqués. Il faut faire des consultations avec des informateurs clés et des groupes de discussion. Dans ces groupes de discussion et ces informateurs clés, il faut toujours regarder la diversité de la population affectée et d'être sûr qu'on les a, qu'ils font partie de ces consultations des informateurs et des groupes de discussion. Alors, c'est les populations qui sont affectées, regardons leur vulnérabilité et être sûr que les points de vue spécifiques de différents groupes comme les filles, les garçons, les femmes, les gens âgés, les personnes avec handicap, les personnes déplacées et réfugiées qui font partie de cette consultation. Après qu'on fait ces consultations et qu'on fait qu'on fait l'évaluation, c'est très important d'avoir des moyens de vérifier et de valider les résultats des enquêtes. Est-ce que vraiment les résultats qu'on a reçus correspondent aux besoins et aux priorités que les différents groupes ont discuté, qui sont leurs priorités? Et puis aussi, ici, un petit plugin pour les approches conjointes, c'est faire intersectorial evaluations ou assessments, je m'excuse, comme Marcos a déjà discuté, que le processus intersectoriel est très, très important. Ça aussi nous aide dans le travail qu'on fait, mais aussi pour éviter de surcharger les communautés. Alors, next. OK.
Alors, pour discuter du gender-based violence ou violence à base de genre, c'est très important de regarder et d'analyser les risques pour GBV dans le secteur de la nutrition. Le service de nutrition, le but vraiment, c'est aussi d'atténuer les risques de GBV et de rendre les services de nutrition plus sûrs et plus accessibles aux femmes et aux filles. Il faut identifier les risques de sécurité liés à GBV dans les services de nutrition en consultant les femmes et les filles et d'autres groupes qui sont à risque, peut-être aussi les gens âgés. Quand on identifie ces risques, comment on peut le faire? On peut faire les audits de sécurité. Il y a des pays qui font cela et qui regardent de très près les programmes de nutrition. Est-ce que les femmes et les filles peuvent pardon, il y a quelqu'un qui vient dans le webinaire. Est-ce que les programmes de nutrition sont accessibles? Est-ce qu'il y a des données sur les risques pour les femmes et les filles dans les services de nutrition? Ça, on peut le faire en discutant avec eux s'ils se sentent en sécurité pour venir dans les centres de nutrition pour voir le service de nutrition aussi. Aussi, il faut identifier les barrières à l'accès à l'utilisation du service de nutrition. On va discuter du cadre AAQ dans la diapote prochaine. Mais on doit aussi regarder si les capacités du personnel de nutrition en première ligne, comment c'est? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire référence au GBV s'ils trouvent un cas? Est-ce qu'il y a des équilibres entre les sexes? Cela veut dire que 50% ou même plus que ça des personnels aussi sont des femmes. Alors, ils me disent que je dois aller à la next diapo, s'il vous plaît. OK, c'est seulement pour faire voir le cadre AAQ. Je m'excuse, c'est pas en français, mais Availability, Accessibility, Acceptability and Quality. OK. Et pour cela, on doit avoir des données relatives à l'accès aux services de nutrition. On peut avoir des questions dans l'évaluation des besoins multisectoriels. Si les femmes et les jeunes filles, est-ce qu'ils ont accès aux services de nutrition? Regardez la qualité des services et aussi les données relatives à la disponibilité des services de nutrition. Les 3 4Ws, des clusters de nutrition et de santé, mais aussi de GBV. Next. OK. Maintenant, on va discuter de l'inclusion du handicap dans le HNO. Ce qu'on doit savoir, c'est... mais avant que je vais au handicap, je voulais seulement vous dire que la nutrition a fait dans le GBV l'année dernière qu'il y avait des programmes qui ont bien fait. Si vous voulez des exemples de HNO qui avaient
très bien inclure GBV et nutrition. On peut regarder Cameroun, on peut regarder aussi DRC, qui ont fait une très bonne analyse de GBV dans la nutrition. OK. Pour l'inclusion du handicap dans le HNO, on doit regarder comment les personnes handicapées vivent-ils différemment les conséquences humanitaires. Il faut prendre en considération quels sont les facteurs qui contribuent à un risque spécifiquement pour les personnes handicapées. Aussi, quels sont les obstacles et les facilitateurs en termes d'accès à l'aide humanitaire et à quel point quels sont les points de vue et perceptions des personnes handicapées. Il y a des mécanismes à trouver cette information, une évaluation des besoins qui est ventilée par handicap, âge et sexe que déjà Nouria a discuté, avoir des discussions en groupe avec des personnes handicapées pour bien comprendre leurs besoins et évaluation des obstacles et des facilitateurs. Et le AAP aussi pourra nous donner les points de vue des personnes handicapées. Next. OK. On a inclus cette année transfert monétaire, assistance sous forme d'espèces et de bons. Voici quelques questions que vous pouvez vous demander, trouver les solutions pour ça. Qui sont les plus vulnérables économiquement et où sont-ils? Et quelle est la capacité et la fonctionnalité du marché pour fournir des aliments divers et nutritifs? C'est une très importante question pour pouvoir décider si on va donner de l'argent ou on va donner de la nourriture nous-mêmes, ou on va avoir les gens acheter sur le marché. Il faut aussi calculer le montant de transfert d'argent qui va pouvoir permettre aux gens d'acheter une nourriture qui est bien nutritive et ne pas donner un peu d'argent et comme ça ils achètent peut-être des nourritures qui ne sont pas très nutritives mais qui vont leur donner à quoi manger mais qui ne sont pas nutritionally balanced. Okay? Il faut aussi demander quelle est la modalité d'assistance que les groupes ciblés préfèrent. Déjà, il faut toujours discuter avec les groupes qui vont avoir ces transferts. Qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils veulent avoir cette assistance. Next. OK. Maintenant, c'est la collaboration et programmation intersectorielle. On a déjà discuté de ça. Marcus a bien discuté que c'est très important d'avoir une évaluation intersectorielle aussi que l'analyse. Pour nous, pour la nutrition, c'est le WASH, santé et sécurité alimentaire. Il faut qu'on planifie et on mène des évaluations conjointes des besoins. Avec eux aussi, il faut prioriser les zones d'intervention et les groupes touchés et le PIN et inclure des indicateurs clés des autres secteurs dans notre évaluation si une évaluation multisectorielle n'est pas possible. Il y a des indicateurs qui sont très importants pour la nutrition des autres secteurs. Collecter conjointement des informations ventillées par différents besoins sectoriels et cartographier les besoins globaux et les chevauchements. Comme ça, on peut voir si on fait si on voit les besoins sectoriels, what overlaps. Je m'excuse, je ne me rappelle plus. Mais comme ça, on peut voir où les besoins globaux, les besoins overlap.
et démontrer des liens avec les autres acteurs du développement. Si c'est possible, c'est très important de voir comment on peut démontrer ces liens avec les acteurs de développement. Merci, c'était rapide. Merci beaucoup Nouria et Caroline pour ces présentations. On va essayer quand même d'avoir des questions-réponses à la fin des présentations. Moi, je voulais juste rapidement parler des rôles et des responsabilités par rapport à ce processus de l'aperçu des besoins humanitaires. Donc, au niveau des partenaires, mais aussi au niveau de l'équipe de coordination. Donc, au niveau des partenaires, c'est très important de développer une approche commune pour les évaluations, donc de vraiment promouvoir ça au sein du cluster et de promouvoir le recueil et le partage des données secondaires liées à la nutrition qui peuvent aider dans l'analyse. C'est aussi important de soutenir les approches conjointes, donc vraiment avoir une approche qui soit consensuelle pour tout ce qui est collecte des données primaires pour les enquêtes. Donc ça, c'est le cas pour la grande majorité des pays, mais c'est important de le rappeler. Donc, Caroline l'a mentionné, très important de veiller à ce que les opinions des populations affectées soient incluses dans les évaluations et les enquêtes. Donc, des fois, c'est juste l'inclusion d'une petite question ou deux qui peut vraiment déjà apporter des éléments de réponse par rapport à la redevabilité. Donc, bien entendu, on l'a vu aussi, s'assurer que les thèmes transversaux sont inclus dans l'analyse. Donc, vraiment, l'inclusion des thèmes transversaux, ça doit être une priorité qui est partagée par tout le monde, pas juste par l'équipe de coordination, mais pour tous les partenaires du cluster. Et on a vu beaucoup de bons exemples qui sont sortis de certains pays, notamment par rapport à la violence basée sur le genre et le handicap. On souhaiterait aussi que tous les partenaires contribuent au processus des évaluations des besoins multisectoriels et de l'aperçu des besoins humanitaires, et aussi de revoir et de mettre régulièrement à jour l'analyse de la situation. Donc, bien entendu, la situation, elle évolue tout le temps. Et ça aussi, c'est des éléments très importants à discuter au niveau du cluster, de se mettre d'accord sur les impacts que ces nouveaux changements de situation peuvent avoir sur les besoins. Donc, au sein de l'équipe de coordination, c'est important aussi de, bien entendu, pardon, juste revenir, Magdad, à la diapo d'avant, donc de coordonner tout ce processus au sein des partenaires pour les évaluations et les enquêtes et de consolider toutes ces données avec les outils de gestion de l'information. Et bien entendu, un rôle de partage des résultats et d'intégrer tout ça dans le processus de l'aperçu des besoins humanitaires qui est managé par OCHA. Et de contribuer ces inputs donc à ces différents éléments. Donc, comme vous le savez, vous êtes tous assez familiers avec ça, le cluster nutrition va contribuer ces inputs au document global d'aperçu des besoins humanitaires. Et après ça, et Marcus l'a bien souligné, c'est de voir comment cet aperçu des besoins humanitaires va informer les stratégies d'intervention. Donc, prochaine diapo. Juste pour vous réitérer nos contacts et notre disponibilité pour vous appuyer dans ce processus. Donc, l'équipe de coordination du GNC est disponible pour des appels individuels, pour des briefings, pour des orientations, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec le processus. On peut aussi faciliter des discussions avec vos partenaires de cluster. Ça, on l'a fait avec de nombreux pays aussi. Donc, avoir une discussion collective là-dessus. On peut aussi revoir les drafts de l'aperçu des besoins humanitaires et du plan de réponse humanitaire. On est disponible pour ça. Donc, on a les différents contacts là. Pour tout ce qui est aperçu des besoins humanitaires, je vous invite à contacter Nouria. Pour tout ce qui est intersectorialité, Caroline. Et donc, moi-même, mes collègues Briony et Faith, et Nouria aussi, vont appuyer pour tout ce qui est revue et appui à l'élaboration du plan de réponse humanitaire. Donc, on a mis les liens pour les directives qui sont là. Aussi, on a la boîte à outils de coordination. Et je voudrais juste vous rappeler également, et on va envoyer ces liens dans le mail final, les modules de formation en ligne qui ont été développés sur l'aperçu des besoins humanitaires au niveau global et au niveau sectoriel. Donc, il y en a un qui est spécifiquement pour la nutrition et qui est spécifiquement aussi sur le calcul du PIN.
Donc ça aussi, ça peut vous aider pour ce processus. Donc voilà, on arrive à la fin de notre session, mais je voudrais m'assurer qu'on ait un petit peu de temps pour les questions, s'il y en a. Je n'ai pas vu de questions qui sont venues dans la fenêtre du chat jusqu'à présent, mais on n'est pas nombreux, vous sentez libre de prendre la parole. Si vous avez des questions à poser à Nouria, à Caroline, à moi-même, ou si vous avez peut-être des expériences à partager sur ce processus, comment vous l'avez vécu l'an dernier, s'il y avait des défis particuliers ou des opportunités que vous avez jugées intéressantes, n'hésitez pas à partager. Yves, oui. Oui, bonjour Angeline, bonjour à tous les collègues, Nouria et Marcus. C'est Yves depuis la SCA. J'avais des préoccupations par rapport au HNO, surtout au niveau des scénarios. Ce sont des difficultés aussi que nous avons rencontrées l'année dernière pour le cas de la SCA, et je crains que certains pays, comme peut-être aussi même la SCA, certains pays comme aussi la SCA puissent être dans la même situation cette année. Vous savez, on a un grand défi pour tout ce qui est données primaires. C'est vrai que dans les scénarios que vous présentez, il y a la meilleure option pour tout ce qui est scénario 1, c'est-à-dire la marque est supérieure à 5%. On devrait utiliser l'analyse IPC. Mais vous le savez autant que moi que beaucoup de pays ont un défi de collecte de données. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a en ce moment l'enquête intersectorielle organisée par REACH qui est en cours. Pour le compte de la SCA, c'est en cours de collecte de données. Mais pour certains pays, oui ou non. Et parfois même, certaines données, surtout les données de nutrition, sont parfois absentes. Nous avons pu bousculer cette année au niveau de la SCA pour inclure la collecte des données MOAC, qui permettrait bien sûr, le moment venu en début septembre, de faire l'analyse IPC malnutrition aiguë, afin de pouvoir faire l'analyse HNO. Mais il y a d'autres contextes, par exemple, où on ne serait pas sûr ou à mesure de faire vraiment l'analyse IPC pour pouvoir enchaîner avec l'analyse des besoins. C'est vrai que dans les scénarios, vous avez présenté au cas où si la marque est supérieure à 5 et que pas possible de faire l'analyse IPC, on devrait peut-être poursuivre avec l'analyse des besoins, la méthodologie d'avant. Je voudrais que vous clarifiez bien ce scénario, pour qu'on puisse comprendre, parce que je crains que beaucoup de pays dans notre zone puissent se retrouver dans cette situation, en dépit des efforts que nous sommes bien sûr en train de fournir dans certains pays pour pouvoir organiser cette analyse IPC. Et vu aussi le temps très, très limité, et vu aussi l'absence des données secondaires mises à jour, certains pays, par exemple, ont fait la SMART en 2019 ou parfois 2018. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je voudrais que GNC vraiment nous donne les orientations fermes dans ce sens, bien sûr, afin que nous puissions aussi éclairer nos décideurs et aussi le gouvernement, la partie gouvernement dans cet exercice, pour qu'il n'y ait pas, à la fin, lorsqu'on fait sortir un document, qu'on soit reproché que c'est fait sur la base des données pas mises à jour. Donc, personnellement, je suis très, très préoccupé suite à mon expérience de l'année dernière en SCA. On a essayé de faire la SMART cette année. La SMART est en cours de préparation et je crois que beaucoup de pays se retrouvent dans cette situation. On sait combien de fois c'est très, très lourd de réaliser une SMART. Quels sont les différents? Qu'est-ce que vous proposez dans ce scénario 1 alternatif lorsqu'on ne peut pas faire l'analyse IPC? C'est vrai que toute l'équipe d'experts de la FAO sont disponibles de nous accompagner dans ce sens. On sait combien de fois ils sont sollicités. Donc, je crois que personnellement, je voudrais qu'on soit
très, très explicite sur ce point. Merci à vous. Ah, Merci. peut-être un dernier point pour enchaîner. Suite à mon expérience de l'année dernière, je crois qu'il serait aussi très important dans la définition du PIN global du cluster nutrition. Si je prends par exemple le cas de la SCA, j'ai eu des discussions la dernière fois avec vous, bien sûr, où il y a eu des amendements. Je sais que vous avez essayé de revenir dans les présentations où à la fin on était obligé de choisir parmi tous les indicateurs le PIN le plus global. Est-ce que j'ai l'impression, sauf si ça m'a échappé dans la présentation, est-ce qu'on reste dans cette logique des PIN les plus globales des différentes catégories qu'on associe et on fait le PIN global? Je crois que nos directives aussi doivent être très, très claires dans ce sens pour nous faciliter le calcul du PIN global au moment venu, bien sûr, tout en évitant les doublons. À vous, merci. Merci pour votre contribution. Certainement, exactement. Je pense que ça que vous avez expliqué, on va le trouver, ce défi à beaucoup de sites. Donc, c'est un défi qu'on avait trouvé l'année dernière, c'est un défi que je pense qu'on va trouver cette année. Donc, voilà, complètement d'accord. Donc, il faudrait voir contexte par contexte. Dans les cas où il n'y a pas, c'est pas possible l'analyse IPC, ça c'est une chose que vous m'avez demandé. Donc, on va sur le scénario D. Donc, sur le scénario D, il y a les types d'indicateurs qui vont nous aider à classifier la sévérité. Qu'est-ce qui va se passer? Que beaucoup de sites, on ne va pas voir ces indicateurs. Oui. Donc, c'est là où la guide donne déjà quelques orientations pour faire des hypothèses, qu'on dit. Des hypothèses, si on prend la dernière donnée disponible, on va voir si cette donnée disponible, il y a aussi les intervalles de confiance. Et après, avec les autres données qu'ils seront disponibles, des données secondaires ou des données pour des aspects de facteurs contributifs. Donc, on aura d'analyser si la tendance par rapport à cette dernière donnée qu'on avait, donc c'est meilleur, c'est stabilisé, il y a une détérioration. Donc ça, il faudrait avoir des groupes de discussion avec les différentes parties, comme vous disiez, avec des autres secteurs, les groupes de discussion sur les informations nutritionnelles, je peux vous aussi appuyer à ça, et essayer de faire des hypothèses et voir si, voilà, si c'est une détérioration, donc voir l'intervalle de confiance que il avait de façon précédente, donc si on prend les niveaux plus élevés, voilà, quelques orientations, mais je suis complètement d'accord que c'est un défi. Donc, voilà, c'est le choix qu'on a et on doit faire avec les données disponibles. Mais où il y a quelques informations, par exemple, vous, à l'RCA que vous avez, c'est très bien que le mot s'est inclus, donc voilà, là, c'est déjà beaucoup. Mais je sais que dans les autres pays, ça va être pas le cas. Je suis d'accord. Donc, pour le calcul du PIN total, je n'ai pas bien m'exprimer peut-être. Donc, maintenant, le feuille de calcul, l'outil de calcul, il a une feuille additionnelle pour aider à faire ce calcul du PIN total. Donc, voilà, il faudra vérifier et il faudra voir quels sont les indicateurs qui sont pris. On peut faire aussi des modifications si on considère que voilà, c'est possible à adapter. Et il y a la possibilité d'avoir les PIN total. L'année dernière, j'ai compris que c'était vous qui faisiez le PIN total. Non? Donc là, il y a voilà, un nouveau calcul là. Ouais. On pourrait faire ça, des choses spécifiques, on pourrait avoir des discussions bilatérales et tout ça. Oui, merci. Merci Nouria et merci Yves pour la question. C'est très intéressant oui, justement de voir par rapport à la dernière comment ça s'est passé. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour nos présentateurs ou des expériences aussi à partager? Sinon, je suis consciente qu'on a dépassé de 5 minutes déjà notre temps alloué. Oui, Claude. Oui, merci beaucoup. Juste une question rapide concernant
disons, la protection intégrée à la nutrition. Parce qu'en fait, oui, il y a une partie qu'on développe dans le HLP. Après, c'est difficile de le mettre en place si on ne travaille pas avec les collègues de la protection. Maintenant, ma question, c'est concernant l'annexe 22, hein, le standard 22, qui regroupe les indicateurs de protection à intégrer à la nutrition. Je voulais savoir, pour ceux-là qui ont déjà mis ça en place, comment ils ont fait et par la suite, comment nous pouvons piloter cela ensemble. Parce que cette année, j'ai essayé de le faire, mais comme le collègue cluster protection est arrivé un peu en retard, je crois que le processus n'a pas encore vraiment commencé pour le piloter sur place. C'est pour cela que je demande, pour ceux-là qui ont mis ces indicateurs en place, généralement, ce sont des indicateurs qui intègrent le GBV, l'allaitement maternel, et certains autres aspects de protection de l'enfant qui permettent à ce que la nutrition soit bien délivrée dans de meilleures conditions. Alors, je voulais savoir, celui qui a l'expérience là-dessus, ou le GNC, s'il peut nous orienter comment mettre en place ces indicateurs. Il y a une dizaine, quoi. Merci. Merci à vous. Qui aurait déjà eu cette expérience, ou Caroline, est-ce que tu souhaiterais rebondir là-dessus aussi, hein, par rapport à l'intégration de la protection, hein? Je ne sais pas, est-ce que le Cameroun les collègues de Cameroun sont encore en place? Ils peuvent nous donner un exemple de ce qu'ils ont fait? Non, ils ne sont pas là. OK. Je peux vous contacter, Claude, directement pour discuter de ça. OK, merci beaucoup. Notamment, je pense que, par exemple, pour la VBG, on a eu quand même pas mal d'expériences intéressantes par rapport à le recueil d'informations par les audits de sécurité, hein, qui peuvent se faire de manière sectorielle ou de manière intersectorielle, notamment avec la WASH aussi. Ils ont fait beaucoup d'expériences là-dessus. Donc ça permet d'avoir déjà un aperçu de la situation qui permet après de justement orienter les interventions pour essayer justement de réduire le risque de VBG et des risques d'insécurité. Et donc, je pense que par rapport à ça, il faut sélectionner des indicateurs qui pourraient refléter à la fois au niveau de l'aperçu des besoins humanitaires ce qu'on est en train de diagnostiquer, mais aussi au niveau des interventions, ce qu'on peut faire concrètement pour réduire le risque, mais pour aussi mieux intégrer la VBG dans la programmation, la mitigation du risque de VBG dans la programmation nutritionnelle. Donc, notamment pour essayer de renforcer les systèmes de référence et de former les travailleurs nutritionnels sur la référence des cas. Et voilà, donc ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte, je pense. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a des exemples aussi du South Soudan et qu'on peut, we can share. OK, je vais vous contacter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question pour clôturer, Yves? Je ne sais pas si tu es en train de parler, Yves, mais on ne t'entend pas. Je disais juste 10 secondes avec ma question pour ne pas trop garder le micro. Est-ce que la problématique relative aux personnes handicapées, dans un contexte où on n'aurait pas de données pour cette population, est-ce que le taux standard des 15% de l'année dernière est-il toujours valide ou bien ça a évolué? Merci. On utilise encore le 15%. Nouria? Oui, c'est la même chose. Oui, merci. On continue avec le même pourcentage. Oui, merci.
Oui, pas de changement par rapport à ça, à moins qu'il y ait une évaluation au niveau national qui puisse vous indiquer que la situation est différente au niveau de la RCA. Mais sinon, on reste sur les 15%. Des dernières questions? Sinon, je pense qu'on a bien échangé. Merci beaucoup pour les questions. Elles étaient très intéressantes, hein, les expériences. Merci énormément à Marcus, à Nouria et à Caroline pour les présentations. Merci à tous les participants aujourd'hui d'être présents avec nous. Nos excuses pour le débordement de l'heure. C'est vrai qu'on avait beaucoup de choses sur lesquelles on voulait discuter. Donc, je vous remercie énormément. Comme je l'ai dit, le GNC est là pour vous appuyer tout au long de ce processus. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça et nous vous souhaitons une très belle journée et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.